Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet. Depuis notre dernier podcast, le monde a changé. Nous sommes en face d'une nouvelle réalité. La guerre est déclarée au cœur de notre continent. L'Ukraine est sous les bombes. C'est pourquoi j'ai intitulé ce nouvel épisode « Et maintenant, la guerre. Plus qu'une question, c'est une affirmation ». Nous allons donc penser cette nouvelle réalité à partir de ce que nous avons en main maintenant dans nos têtes. J'ai souhaité donner la parole à ceux qui, alors jeunes enfants, ont vécu la guerre 39-45. J'ai voulu leur donner l'occasion de rendre hommage à ceux qui leur ont tenu la main, parents, grands-parents, enseignants. Enfin, ces témoignages sont une main tendue aux nouvelles générations pour qu'elles soient à leur tour porteuses de cette mémoire. Ma première invitée était à la déclaration de guerre une petite Parisienne qui poursuivait ses études en classe maternelle. Je vous invite à écouter mon amie Madame Annick Beignet-Péan. Tu vois, avec cette guerre qui venait, et c'était surtout la nuit. Alors mon père on avait un jardin, il y avait 2 gros marronniers, il avait abattu ces 2 gros marronniers avec des copains, je pense, pour avoir des troncs qu'on a pu mettre dans la cave, parce que comme on passait plusieurs heures dans cette cave, dès que la sirène annonçait l'arrivée des avions, tout le monde venait à la cave. Et quelle que soit l'heure, tu vois, si on était dans la maison, bien sûr, si on était à l'école, je ne sais pas ce qui se passait. Il y a eu des moments d'ailleurs où on n'allait plus du tout à l'école parce qu'il y avait trop de bombardements. Et même la nuit, il fallait descendre, et puis voilà, et alors on s'habillait comme on pouvait, on se dépêchait, on était enroulés dans nos couvertures. Et dans cette cave, alors il y avait ces 2 énormes troncs dont je me souviens encore, tu vois, des détails comme ça, quoi, pour, soi-disant, en principe, soutenir la maison si jamais il y avait eu quelque chose des bombes qui tombaient sur la maison, qu'on soit un peu plus protégé. Enfin, voilà. Et alors mon frère j'avais un frère qui avait 3 ans de plus que moi, qui faisait tout le temps le pitre, et du coup il essayait de nous faire rire. Et puis j'avais un frère plus jeune mais qui se rendait encore moins compte. Et puis ma sœur qui pouvait difficilement se déplacer parce qu'elle avait eu la polio. Et donc c'était difficile pour elle, mais bon, tout le monde l'aidait un peu pour descendre dans la cave, quoi. Voilà. On se retrouvait tous dans la cave et quelquefois, moi j'ai le souvenir que ça durait 10 heures et 10 heures avant que la fin de l'alerte soit sonnée. Donc c'était un peu la même sirène, tu vois, et on comprenait qu'on pouvait remonter. Et alors, il y a eu mais par moments, il y avait des bombardements aussi dans la journée, tu vois. Et alors, on avait une fenêtre dans notre salle à manger, où par cette fenêtre, quand on entendait ce bruit sourd des bombardiers qui arrivaient, on regardait par la fenêtre et on les voyait arriver de loin, comme ça. Ils passaient, ils allaient bombarder la gare des Vallées, quoi. C'était un quart d'heure à pied de chez nous, tu vois. Alors, c'était tout près, cette gare des Vallées. Et tu as le souvenir d'avoir eu très très peur? Oui, je sais pas comment dire. Un enfant se rend moins compte de la peur dans la mesure où mes parents étaient là et presque toujours mon père était là parce qu'il a voyagé aussi pas mal, mais quand même il a beaucoup été là pendant cette période. Et du moment que les parents étaient là, mes frères et sœurs, bon, d'ailleurs mes frères faisaient souvent les pitres, tu vois, ils se rendaient peut-être, ou bien ils se rendaient pas compte, ou bien justement pour détendre l'atmosphère. Euh, voilà. Et puis c'était devenu une habitude, dès que j'entendais les sirènes, je me précipitais à la cave, j'étais toujours la première arrivée, parce que j'avais peur que la maison s'écroule, enfin je sais pas, tu vois, je sentais très bien la peur de mes parents aussi, hein, même s'ils n'en parlaient pas trop. Donc la guerre, pour toi, c'était euh, quelque chose à la fois de proche et à la fois de lointain. Oui, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et puis, quand même, les écoles ont continué à fonctionner, hein. Enfin, peut-être pas pendant les moments les plus aigus, mais sinon, je me souviens que j'ai continué à aller à l'école primaire et puis après au cours complémentaire. Euh,
Mais c'était peut-être fini, la guerre était finie, oui, oui. Mais les 40, l'Exode, etc., tu as des souvenirs de ça? Alors j'ai un souvenir parce que ma grand-mère paternelle avait acheté la maison qu'on a toujours à l'île de Ré, aux Portes. Donc à un moment, on y est parti. Je ne sais pas pourquoi aussi. Est-ce que c'était des vacances? Peut-être c'était une période de vacances. Ou bien il y avait trop de bombardements à Paris et on nous avait dit si vous pouviez, vous qui avez toute une famille, à partir. Et donc on est tous partis, sauf mon père qui est resté à Paris. Mais les enfants avec ma mère et ma grand-mère, on est partis. Enfin, c'était pas aux Portes à l'époque, c'était à Ars parce que ma grand-mère avait acheté une maison à Ars. Et un souvenir qui m'est toujours resté extrêmement vivant, c'est que, tu sais, il y avait des postes de radio, mais on n'entendait pas très très bien. Donc je revois ma grand-mère et ma mère penchées vers ce poste de radio et je les voyais pleurer. Ça m'a fait un effet que quand je t'en parle encore, je suis tout émue de ça, de penser que ma mère pouvait pleurer et puis ma grand-mère, parce que c'était, il y avait quelque chose qui était annoncé à la radio, peut-être beaucoup de morts ou peut-être une augmentation, je ne sais pas quoi, des problèmes. Je ne me souviens plus de ce, surtout moi, je ne sais pas, même si j'entendais, mais de voir ta mère pleurer et ta grand-mère comme ça, c'est quelque chose qui m'est toujours resté, toi, du drame qui se passait, même si je ne le comprenais pas, quoi. Oui. Et la radio a joué un rôle très important. Oui. Ah oui. Tu te souviens des messages de la France libre Ah oui, oui, oui. Des messages complètement idiots ou incompréhensibles pour nous, mais oui, souvent précédés de pam 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 pam. Ici Londres. Le manchot, l'affaire dans tes bras. Nous disons le manchot, l'affaire dans tes bras, le soir. Donc on habitait la région parisienne, la banlieue, et il y avait 4 enfants à nourrir, quoi. Et ça, c'était très très difficile. Ma mère partait très tôt les jours de marché. Il y avait, je crois, 2 marchés par semaine. Elle partait, mais je crois, à 5 ou 6 heures du matin, parce qu'il y avait elle allait au marché, mais les marchands n'avaient pas le droit d'ouvrir la vente avant une certaine heure. Je crois que c'était avant 7 heures du matin. Et alors c'était un gendarme, je pense un policier de la ville, qui sifflait, un grand coup de sifflet, et à ce moment-là, ma mère racontait que c'était une horde qui se jetait sur tous les étalages qui étaient là pour faire la queue, et elle faisait des heures de queue pour obtenir 1 kilo de carottes, 1 kilo de pommes de terre, une salade ou un chou, quoi. C'était très très difficile pour arriver à se nourrir. La viande, le poisson déjà on en mangeait, enfin il y en avait très peu à l'époque en banlieue parisienne, et la viande c'était terriblement cher, et surtout il y en avait très très peu. Alors certains marchands de temps en temps avaient une dizaine de poulets à vendre, mais c'est pareil, les gens se jetaient là-dessus, et pour arriver, fallait pas être le 11e, quoi, sinon il n'y en avait plus. Voilà, c'était beaucoup de choses comme ça. Tu as le souvenir d'avoir été avec ta mère ou ton père au marché? Non, ma mère ne voulait pas qu'on vienne, parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle soit libre d'elle-même, parce qu'il fallait vraiment courir au moment où il y avait le coup de sifflet qui décrétait que les étals étaient ouverts, maintenant les marchands étaient là, et elle disait, si j'ai un enfant avec moi qui court pas aussi vite ou que je risque de perdre, non, je veux pas qu'il vienne. Donc elle nous racontait, mais encore, elle atténuait certainement beaucoup les choses, elle voulait pas nous affoler non plus, quoi. Mais bon, on était 4, on était encore, les aînés commençaient à être bientôt adolescents, et ils avaient très faim, quoi. Donc c'était surtout les pommes de terre qui étaient le plus important pour nous, parce que c'était ce qui nous nourrissait, et puis le pain, voilà, le pain. Et tu as le souvenir d'avoir eu pas assez à manger pour toi? Quelquefois on sortait de table, si on avait le courage, mais c'était surtout mes frères qui le disaient, maman on a encore faim. Moi je le pensais, mais j'osais pas le dire, parce que je voyais que la pauvre, elle disait, j'ai rien de plus.
Et c'était le pain aussi, le pain était rationné, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des tickets, on avait des tickets, tu avais le droit, selon le nombre d'enfants que tu avais droit à tant de grammes de pain par semaine, je pense, c'était par semaine. Ouais. Et puis, est-ce que tu avais droit à un peu de viande? Je pense quand il y avait des poulets, par exemple, tu pouvais avoir un poulet, mais tout ça, c'était presque à la force des poignets, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait être dans les tout premiers pour pouvoir en avoir, parce que très vite après, il n'y avait plus rien sur l'étalage du marchand. Ça change les rapports entre les gens? Ah oui, elle nous racontait, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'on l'accompagne, parce qu'elle nous racontait des scènes de violence auxquelles elle assistait, qui étaient vraiment terribles, quoi. Des gens qui se disputaient, qui se bousculaient, qui voulaient passer les uns devant les autres, qui assuraient qu'ils étaient avant l'autre, et les autres disaient non, vous n'étiez pas devant, enfin, tu imagines, quoi, voilà. Bien, oui, c'est une dimension importante, et avoir vécu la guerre à Paris, effectivement, ça n'a rien à voir de la guerre à la campagne où il y a les fermes, etc. C'est ça. C'est une... Alors, j'ai un autre souvenir du coup qui me revient à propos de ferme. Je pense que c'était la ville de Colombes qui avait proposé je ne sais pas comment dire, d'avoir des relations avec des fermiers de Normandie, d'un petit village de Normandie, et de se relier, enfin de sympathiser les uns avec les autres. Et ce village de Normandie, enfin, qui était plutôt un gros bourg, avec des fermes tout autour, avait proposé en effet de parrainer des familles de Colombes. Et mes parents s'étaient inscrits pour ce parrainage. Ce qui fait que de temps en temps, on recevait un poulet de cette famille oh là là, tu imagines la joie que c'était. Le poulet arrivait, mais il n'y avait pas que le poulet, il y avait quelquefois une plaque de beurre avec, on ne savait pas ce que c'était que le beurre. Enfin, tu vois, des choses comme ça, c'était vraiment merveilleux. Et je me souviens aussi d'une fois où le paquet était bizarre, il était un peu allongé comme ça, et il y avait 2 bouteilles, des bouteilles en verre, tout ordinaires, mais remplies de crème fraîche. Alors ça a été une fête aussi chez nous. On n'arrivait pas à sortir la crème de la bouteille avec une aiguille à tricoter. On allait l'asticoter pour qu'elle s'écoule dans le saladier, quoi, parce que ça faisait un moment qu'elles étaient dans ces bouteilles. Mais elles étaient encore bonnes à manger. Et alors voilà, c'était la fête, quoi, à chaque fois qu'il y avait ce colis. Alors ces gens-là, on est restés en relation. Et il n'y a pas si longtemps, alors que tu vois, maintenant, à l'âge que j'ai, la fille de ces gens-là, qui est à mon âge, quoi, elle a fait avec son mari un petit voyage en Charente-Maritime et elle m'a fait signe et on s'est revus. Je les ai invités chez moi. Enfin, ça a été extraordinaire de revoir ces gens qui nous avaient qui nous avaient parrainés pendant. Alors c'était pas, mais on avait peut-être un colis une fois par mois, quoi, tu vois. Mais c'était déjà très très bien. Un poulet, de la crème fraîche, du beurre, quelquefois du jambon, enfin, tu vois, c'était extraordinaire, cette organisation. Et ça, c'était la commune de Colombes qui s'était mise en relation avec une commune de Normandie et qui avait bien voulu nous parrainer. Ça peut, c'était est-ce que tu sais si c'était un réseau de politique entre les communes, entre les municipalités, si c'était... J'ai pas su ça, je peux pas te dire. Je pense que il y avait peut-être quand même quelqu'un qui connaissait quelqu'un, parce que sinon c'est pas possible comme ça de faire appel à... Mais en tout cas, je ne sais pas si ça a continué avec d'autres, mais nous, on a continué la relation avec ces gens-là. Donc les parents sont morts, comme mes parents sont morts, mais voilà, et Marie-Madeleine, elle s'appelait Marie-Madeleine, qui était un peu plus âgée que moi, est venue me voir il y a 4-5 ans, parce qu'on avait retrouvé nos adresses, enfin moi j'avais jamais perdu leur adresse, voilà, c'est fort, quoi. Ça, ouais. Bon. Ah ben, ça aurait été dommage que tu le précises pas. Ben oui. Mais ça va trop. Il y a d'autres choses qui vont trop. Et voilà, maintenant qu'on a commencé, tu vois. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup.
Si le témoignage d'Annick Beignet-Péan vous a intéressé, je vous invite à le liker, à vous abonner à notre podcast et maintenant, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir de nouveaux témoins. À bientôt.